Mesdames, messieurs, en salle ou en ligne, je vous invite à vous asseoir. On va débuter sous peu. Je pense que tout le monde est prêt, tout le monde est assis. Donc, mesdames, messieurs, en salle ou en ligne, Madame Christine Labrie, députée de Sherbrooke à l'Assemblée nationale, Monsieur le vice-recteur aux ressources humaines et au développement de la communauté, Monsieur le doyen de la Faculté des sciences de l'activité physique, représentantes et représentants des médias, chers étudiants et étudiantes, bonjour et bienvenue. Merci infiniment d'être des nôtres aujourd'hui pour la conférence « Il faut que ça bouge, faisons la révolution active » présentée par la Faculté des sciences de l'activité physique et l'Association des kinésiologues de la région de l'Estrie, bien connue sous l'acronyme de AKRE. Je me présente, je suis Jasmine Paquin, présidente de l'AKRE, chargée de cours à la Faculté des sciences de l'activité physique et j'aurai le plaisir d'être la modératrice du panel de discussion aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous présenter cette initiative dans le cadre des grandes conférences de la Faculté des sciences de l'activité physique et, disons-le, à un moment tout indiqué pour lancer le défi collectif des journées du personnel de l'Université de Sherbrooke. Je cède maintenant la parole au professeur Martin Bissaillon, vice-recteur aux ressources humaines et au développement de la communauté de l'Université de Sherbrooke, afin de donner le coup d'envoi à cette conférence inspirante. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Bien content d'être avec vous. Ma foi, je ne savais pas à quoi m'attendre aujourd'hui, mais quelle foule on a devant nous. C'est le fun de voir ça. Donc, écoutez, un grand plaisir pour moi d'être avec vous afin de souligner l'importance de ce panel de discussion qu'on a aujourd'hui qui va porter sur la santé, l'activité physique et les saines habitudes de vie. Avouez que c'est quand même pas rien. J'ai presque le goût de rester tout le long si je pouvais, mais je pourrais malheureusement pas. Donc, la conférence « Il faut que ça bouge, faisons la révolution active » constitue vraiment pour l'Université de Sherbrooke un véritable appel à l'action qui vise à encourager la population à intégrer l'activité physique et les saines habitudes de vie dans son quotidien. C'est-tu correct avec le micro? Ça va très bien. Ça va très bien? Oui. J'avais pas de réaction. J'étais là pour moi. Pour moi, on ne m'entend pas. Donc, vous savez, on l'entend de plus en plus, l'activité physique représente vraiment un levier essentiel pour améliorer la santé, prévenir de nombreux problèmes de santé et favoriser le mieux-être, tant sur le plan individuel que collectif. Alors, je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, mais notre mission à l'université, ne se limite pas juste à la recherche puis l'enseignement. Des fois, on pense que c'est juste ça, mais absolument pas. On joue également un rôle de premier plan dans la promotion du mieux-être et des saines habitudes de vie au sein de tous nos sites de formation. Et pour notre communauté, évidemment, c'est super important parce qu'on a la conviction que le bien-être se construit vraiment collectivement. Alors, cette vision, ça se traduit par des initiatives concrètes qui mobilisent notre milieu, un peu comme on a aujourd'hui, comme le défi des journées du personnel également, qui invite les membres de notre communauté à s'activer, à créer des liens et à adopter des habitudes de vie qui sont actives et durables. Alors, la conférence d'aujourd'hui, vraiment, ça s'inscrit directement dans cette volonté institutionnelle de favoriser un environnement de travail et d'études qui est sain, stimulant et propice à l'épanouissement. Alors, dans cette démarche, le rôle des kinésiologues est vraiment essentiel. Ces professionnels de la santé jouent un rôle clé dans la promotion des saines habitudes de vie et dans l'accompagnement des personnes vers l'adoption d'un mode de vie plus actif et équilibré. Leur expertise contribue concrètement à transformer nos environnements et nos comportements. Alors, je tiens d'ailleurs aujourd'hui à souligner la présence parmi nous de kinésiologues, de futurs kinésiologues, ma foi, il doit y en avoir quelques-uns qui sont plus en haut, ainsi que des membres de la communauté venus s'informer, mieux comprendre les enjeux liés à la santé et à l'activité physique et surtout à s'outiller pour passer à l'action dans leur quotidien. Parce que c'est ensemble, vraiment, par une multitude de gestes individuels que nous pouvons générer un véritable changement collectif. Alors, le panel qui suivra nous permettra de bénéficier de perspectives variées, d'expertises complémentaires pour nourrir notre réflexion et inspirer des actions concrètes à la fois dans nos milieux de travail, d'études et dans notre société. Donc, écoutez, je tiens à remercier très chaleureusement les partenaires organisateurs, les conférencières, les conférenciers, ainsi que toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui pour votre engagement, votre intérêt que vous portez à l'égard d'une thématique qui est vraiment essentielle au mieux-être de nos communautés. Donc, je vous souhaite une super activité. Je suis certain que ça va être fantastique. Et puis, je retourne la parole à Jasmine. Merci beaucoup, professeur Bissaillon. Il va sans dire que l'activité physique est reconnue comme l'un des piliers d'une bonne santé et de la prévention des maladies chroniques à l'échelle individuelle, mais aussi populationnelle.
Néanmoins, l'activité physique demeure un enjeu de santé publique majeur et surtout très loin d'être résolu, alors que moins de 30 % de la population québécoise atteint les recommandations nationales en matière d'activité physique. Le nouveau plan d'action gouvernemental 2026-2031, publié le 11 mai dernier, alors c'est très récent, propose plutôt d'unir nos forces pour mieux prévenir. La stratégie nationale en prévention en santé formulée par ce plan met de l'avant que la prévention, l'activité physique et les milieux sains doivent faire partie des solutions pour améliorer durablement la santé de la population québécoise. Pour y arriver, les experts du domaine sont d'avis que certaines choses doivent évoluer. De cette prise de conscience sont nés différents mouvements au Québec, notamment la chaire de recherche sur la santé durable et aussi les ouvrages de deux de nos panélistes ici présents, soit Faut que ça bouge et La Révolution active. Ceux-ci proposent de revoir notre approche collective en matière de promotion de l'activité physique auprès de différentes tranches de la population et surtout de mettre la kinésiologie à l'avant-plan de ce projet de société. Alors, sans plus attendre, il nous fait extrêmement plaisir d'accueillir aujourd'hui un impressionnant panel d'expertes et d'experts dans le domaine de l'activité physique et de la santé publique. Je vous présente donc le Dr Jean-Pierre Després, professeur au département de kinésiologie de l'Université Laval, directeur scientifique du Centre de recherche en santé durable et co-titulaire de la chaire de recherche en santé durable, oui. La Dr Mélissa Généreux, médecin spécialiste en santé publique et professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke, ici même. Monsieur Jean-François Harvey, kinésiologue, ostéopathe, conférencier et auteur de plusieurs ouvrages dont Faut que ça bouge. Et finalement, Madame Marianne Lacharité-Lemieux, kinésiologue, directrice stratège à M361 et vice-présidente de la Fédération des kinésiologues du Québec. Je propose donc d'ouvrir ce panel de discussion avec une question plutôt large qui, je crois, va rejoindre plusieurs panélistes ici. Quelle est votre vision de la santé durable dans la fonction que vous occupez actuellement et quel serait le rôle de l'activité physique par rapport à celle-ci? Qui part le bal? 1, 2, 1, 2. Ça fonctionne. Bonjour, le verre et or. Il y a je salue les gens qui sont dans les loges corporatives en haut, là. Êtes-vous en forme? Hey, là, j'ai l'air d'un animateur de jeux télévisés là, quand je pose cette question-là, mais vous allez voir où je m'en vais avec ma réponse. Non, mais c'est parce que votre médecin ne sait pas si vous êtes en forme. Oh, Houston, we have a problem. Vous allez apprendre les kinésiologues. Levez la main, là, combien les étudiants en kin, là? Go, kin, go. Hey, yes! Vous allez apprendre que la condition cardio-respiratoire, c'est le signe vital numéro 1, le déterminant numéro 1 de ce qui va arriver dans votre vie. OK? Bien avant votre cholestérol, votre tension artérielle ou votre diabète. Malheureusement, votre médecin, lui, ce qu'il mesure, c'est votre cholestérol, la tension artérielle ou le diabète. Oui, mesdames, je sais qu'il y a des gens du grand public qui sont ici. Puis dans mes conférences grand public, c'est ça l'information que je partage à la population. On dit, regardez, la santé, c'est bien plus que les soins. En ce moment, dans le discours de nos élus, on parle beaucoup de santé, on parle de Santé Québec. Santé Québec, je souhaite beaucoup le meilleur des chances aux gens qui sont impliqués dans cette organisation-là, mais tant aussi longtemps que collectivement, on ne fabriquera pas de la santé dans nos communautés en se tricotant plus serré puis en se donnant les infrastructures pour bouger plus, on n'y arrivera pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut arrêter de parler de la prévention comme une vertu. Hein? Faut manger mieux, bouger plus. Oui, mais encore faut-il mesurer l'impact de ça. Et on ne le mesure pas. Alors, dans les années 90, début des années 90, mon laboratoire, parce que moi, je suis une vieille bébite académique, j'ai 68 ans, ça fait 40 ans que je fais de la recherche, on était les premiers au monde à dire l'obésité, c'est pas ce que vous pensez, c'est d'être gras par en dedans. On prenait des techniques d'imagerie, puis on a trouvé que la graisse qu'on a dans votre bedon, dans votre cavité abdominale, est bien plus dangereuse que la valeur que vous trouvez sur votre pèse-personne. Puis on a dit quelques années plus tard qu'une meilleure façon de suivre l'évolution de la graisse de bedaine, OK? Bien, c'est de suivre l'évolution de votre tour de taille. Moi, ça fait 30 ans que je ne me pèse plus, mais je mesure mon tour de taille à tous les mois et demi. C'est quelqu'un qui vous a dit ça? Personne. Go, kin, go. Ça va être bon. Non, je suis très sérieux, là. Vous voyez, les signes vitaux, la santé durable, hein? C'est pour ça que j'ai sauté à clôture. Moi, j'ai quitté l'Institut de cardiologie à Québec pour partir à un nouveau centre de recherche qui s'appelle Centre de recherche en santé durable, ou avec les gens. Vous êtes partout dans les bureaux de direction, tous les comités de notre centre de recherche. Il n'y a aucune décision qui est prise sans vous, les citoyennes, les citoyens. On dit comment collectivement on peut se tricoter plus serré puis réfléchir ensemble à comment on peut fabriquer
la santé dans nos collectivités. Parce qu'en ce moment, réalisez-vous qu'on dépense presque 70 milliards de dollars dans notre réseau de soins. Pensez-vous que cet argent-là est bien dépensé? Moi, je peux vous dire qu'à la grandeur du Québec, les gens avec lesquels j'interagisse quand je donne mes conférences grand public disent non. Bien, peut-être qu'il serait temps, puis là, on parle d'une stratégie nationale de prévention en santé, on va mettre 50 millions de dollars par année sur un budget total qui va aux soins de presque 70 milliards de dollars. C'est l'argent de qui, ça, pensez-vous? Pensez-vous que c'est l'argent de Mme la ministre, avec tout le respect qu'on peut? Ce sont vos impôts. Ce sont vos impôts. Et moi, quand on regarde ce qui se passe dans nos écoles, puis il y a quelqu'un ici qui a écrit un excellent livre en passant, je lui ai dit tout à l'heure, son livre est excellent, je l'ai lu attentivement, parce qu'il s'écrit beaucoup de choses par des pseudo-experts, vous savez. Son livre est excellent, je vous invite à le lire. C'est pas ça qu'on fait dans nos écoles publiques. On fait des corps sédentaires, on ne fait pas des esprits sains dans des corps sains. Alors, c'est ça, la santé durable. Je termine là-dessus. Comment, collectivement, on peut se tricoter un Québec qu'on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants? On va faire des esprits sains, dans des corps sains, dans des milieux de vie, des environnements sains sur une planète en santé. Moi, ce que je trouve merveilleux des échanges comme ça, c'est qu'on ne s'est pas parlé avant en passant. On vient chacun de disciplines d'horizons assez différents, assez complémentaires, puis on va finir par dire à peu près les mêmes messages. Moi, c'est sûr qu'avec la perspective santé publique, santé durable, ce que ça évoque en moi, ça va être une approche tout au long de la vie. Donc, on veut vraiment, la prévention, bien, c'est agir le plus tôt possible dans la trajectoire de vie, mais tout au long de la vie avec une perspective d'impact à long terme. Donc, il faut penser aux générations actuelles, il faut parler des générations futures. Donc, c'est vraiment plus compliqué que simplement une approche one-on-one, individuelle. Il faut penser à quelque chose de plus collectif, avoir des impacts sur les populations, puis des impacts qui vont être durables. Donc là, on dit ça, ça peut avoir l'air très général, mais dans le fond, ce que ça dit, c'est de travailler sur des déterminants sociaux de la santé. Tu sais, c'est vrai que quand on parle de santé, ministère de la Santé, on parle beaucoup. On l'associe à maladie, à gestion de la maladie, à gestion des soins. On ne dit pas que ce n'est pas important, mais on doit revenir à qu'est-ce qui génère de la santé. Puis ça, bien, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est les environnements dans lesquels on évolue. Ça peut être à l'école, nos logements, nos quartiers, les opportunités qu'on a qui s'offrent à nous, mais aussi tout l'aspect social, tu sais, l'environnement social dans lequel on vit. Si on a une norme qui pousse à être plus actif puis à aller vers les autres, à être en contact au quotidien versus une norme qui valorise l'individualisme, la performance, se centrer un peu plus sur ses petites affaires, rester à la maison, connecter en ligne. Ça m'amène à parler de l'environnement numérique. C'est sûr que je vais en parler plus tard parce que ça fait partie maintenant d'un de nos environnements qui occupe énormément de notre temps et qui est intimement lié avec notre capacité, notre temps et même notre motivation à bouger davantage. Donc, pour moi, c'est évident que si on veut parler de santé durable, on doit agir sur les déterminants sociaux. Puis pour ça, on a besoin de beaucoup, beaucoup plus que les acteurs de la santé. On a besoin... C'est une responsabilité collective, comme vous l'avez dit. Puis peut-être un appel pour moi encore plus urgent de le faire. Ça a toujours été le cas, mais dans le contexte actuel là, des défis contemporains multiples, quand on y pense, l'activité physique est interreliée étroitement avec la plupart des grands maux contemporains. Que ce soit, bon, justement, l'omniprésence des écrans, que ce soit la solitude, les gens qui se replient sur eux, même le manque d'empathie dont on parle souvent, que ce soit les retards de développement de nos enfants qui arrivent à la maternelle, que ce soit les difficultés d'attention de nos jeunes garçons, nos jeunes filles à l'école qui finissent malheureusement très souvent avec des diagnostics, exemple TDAH, que ce soit aussi l'anxiété de nos jeunes filles qui passent beaucoup de temps sur les écrans, qui en viennent à se comparer, à être dans une logique de performance. Donc, tout ça est interrelié dans le sens que, oui, l'activité physique ou le manque d'activité physique peut empirer ces enjeux-là, mais l'activité physique devient surtout, à mes yeux, un moteur de solution pour faire face à tous ces enjeux-là. Donc, on ne peut plus, en 2026, je pense, être des experts de l'activité physique, des experts des écrans, des experts de la santé mentale. Tout ça doit définitivement, assurément être travaillé ensemble et dans tous les milieux de vie. Ça part en force. Alors, ben oui, la santé durable, la question, c'est clairement pas se fier sur les soins de santé. Les soins de santé, en réalité, dans un contexte de santé publique, ça correspond à peu près à 10 de l'équation.
Hein, ce qui détermine la santé publique, c'est pas ça. C'est pas ça. Là, on soigne des gens qui sont malades. C'est important, mais de mettre près de 70 milliards là-dedans, plus de la moitié de tout notre argent là-dedans, c'est vraiment un non-sens. Et c'est la santé, c'est pas ça. La santé, c'est le mouvement. Bon, là, je suis kinésiologue, je suis biaisé, mais c'est le mouvement. Pourquoi c'est le mouvement? Pourquoi on a besoin de bouger au juste? Est-ce qu'on pourrait juste rester assis et être en santé? Mais non, ça ne marche pas comme ça. On a toujours bougé comme Homo sapiens, ça fait 300 000 ans. On a toujours bougé par nécessité. Et là, tout à coup, on est dans un environnement qui nous amène à vivre sans nécessairement avoir le besoin de bouger. On pourrait vivre assis toute une vie, là, maintenant. On peut tout faire. Et là, le problème, c'est qu'on n'est pas adapté à ça. On a besoin de bouger. On le voit quand on ne bouge pas assez, la santé s'en va en décrépitude et la santé publique s'en va en décrépitude. Donc, tout notre mode de vie qui est maintenant tellement un accélérateur d'inactivité et de sédentarité, avec tout le temps passé assis devant un ordinateur, avec les réseaux sociaux, avec l'isolement, avec le confort, avec les autos, avec tout ça. On est tous là-dedans. Et là, c'est le rôle des kinésiologues d'amener les gens à quand même vraiment se bouger, trouver des stratégies, trouver une motivation, trouver un sens à leur vie, trouver des activités où ils bougent ensemble, c'est renforcer le tissu social en bougeant. Ça sert à tout ça, l'activité physique. Et donc, c'est pas uniquement l'activité physique, c'est l'alimentation, c'est tout l'aspect social, mais l'activité physique a un rôle tellement énorme et puissant parce que c'est un levier pour tous ces éléments-là. Alors, c'est majeur. Donc, quand on regarde c'est quoi la santé publique, bien, c'est principalement notre mode de vie, finalement. C'est notre mode de vie. Il y a une composante génétique, mais qui est influencée par notre mode de vie. Donc, c'est tout ça. Et puis, tout notre environnement dans lequel on vit. Donc, la santé durable aussi, c'est tous les paliers, tous les gouvernements, les individus, les familles, les fédérations sportives, les municipalités qui vont faire en sorte que, finalement, on vit dans un environnement où c'est bon de bouger, ça fait du bien, l'air est bon, il y a des pistes cyclables, on peut aller au travail en transport actif, on peut aller à l'école à pied. On n'a pas peur que nos enfants aillent à l'école à pied. On ne va pas nécessairement aller les reconduire avec notre VUS à la presse le matin puis les mettre sur une tablette le soir parce qu'on est trop pressé, tout ça. Donc, c'est tout ça qui fait qu'on va avoir une société en santé. Et donc, on sait, c'est très bien démontré, 1 $ en prévention, bien, on sauve 6 $ dans le curatif après. L'équation est très simple. Donc, c'est aussi la place des gouvernements de prendre des actions. Et malheureusement, il n'y a vraiment pas beaucoup d'actions qui sont prises dans ce cadre-là. C'est 2 % à peu près de l'argent de santé qui va en prévention. C'est très, très peu. Donc, ben voilà, il faut que ça bouge. Hein? Rapidement, j'adhère totalement à ce que viennent de partager les collègues. Puis pour moi, la santé durable, c'est vraiment une question individuelle et également collective, dans le sens où la santé, et évidemment, on aura la chance d'en reparler dans les prochaines minutes, mais le rôle du kinésiologue, la santé, c'est une question de comportement individuel, mais c'est également une responsabilité. Donc, l'importance des milieux de vie sur l'adoption de modes de vie sains et actifs, c'est crucial. Donc, pour moi, la santé durable, c'est quand la santé des gens va de pair avec la santé des milieux de vie dans lesquels ces gens-là évoluent. Il y a évidemment, pour moi, l'activité physique est centrale comme comportement pour produire de la santé. Et également tout ce qui est maintien de capacité tout au long de la vie, tout ça. Et je veux vraiment insister sur, aujourd'hui, démystifier qu'est-ce qu'on entend par l'importance des environnements favorables. C'est quoi des environnements qui sont favorables à la santé et au mode de vie physiquement actif? Bien, c'est des quartiers marchables, c'est des espaces verts autour de soi, c'est des milieux de travail qui intègrent toutes sortes de mesures qui favorisent de bouger au quotidien.
Ce sont des écoles, des profs qui osent sortir à l'extérieur avec leur groupe et qui font en sorte que les jeunes puissent bouger librement et se retrouver dans un environnement où l'activité physique est plus facilement intégrable. Ce sont des milieux de garde, justement, qui incorporent ce jeu actif-là. Ce sont des loisirs accessibles dans les communautés, dans les milieux de vie, les programmes municipaux, les organismes communautaires qui peuvent contribuer à offrir des activités variées de toutes sortes qui soient donc adaptées aux différentes populations. Donc, pour moi, là, santé durable, c'est une façon de, créer de la santé sur le plan de la réduction des maladies chroniques, mais c'est également un levier hyper important pour créer de la qualité de vie. Et c'est un outil de transformation des milieux de vie. Et là-dessus, la kinésiologie a un rôle hyper important à jouer et un momentum vraiment intéressant qui s'orchestre dans la province. Il y a de plus en plus de politiques publiques au Québec qui intègrent cette question de prévention. Je suis assez d'accord avec les collègues, on doit en faire plus. 252 millions sur 5 ans. Sur un budget total de l'État et sur le budget du ministère de la Santé, c'est très peu. Mais quand même, il y a une progression. Je me fais l'avocate du diable. On voit quand même une évolution de la norme sociale à cet effet-là. Mais à mon sens, cette question-là de milieu de vie, l'importance des environnements qui nous entourent sur mon mode de vie actif, donc ça ne relève pas juste de ma motivation personnelle, mais ça dépend aussi de ce qui est offert autour de moi. Cette question-là, elle a besoin d'être vulgarisée davantage, d'être comprise davantage, surtout du côté des professionnels de la santé, surtout du côté des kinésiologues actuels et futurs. Donc, c'est là-dessus que je souhaite insister de plus en plus. Dans les prochaines minutes, on aura l'occasion de s'en reparler. Bien, justement, j'ai envie de rebondir sur ce qui vient d'être mentionné là, par Marianne. Je l'ai dit en introduction, il y a un nouveau plan d'action gouvernemental qui a été publié. Écoutez, ça fait quelques jours. Et dans ce plan d'action gouvernemental-là, on met de l'avant le rôle de l'activité physique dans une grande stratégie de prévention des maladies chroniques et tout. Et bien, cette stratégie-là dit justement qu'il faut faire différemment de ce qu'on a fait auparavant. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi le rôle des kinésiologues? Pas juste de la kinésiologie comme discipline de façon générale, mais ça va être quoi le rôle des kinésiologues dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, considérant ces changements de paradigme-là et aussi considérant que bien, du côté professionnel, ça bouge beaucoup pour cette profession-là en ce moment. On parle d'incorporation, c'est imminent. À quoi on s'attend comme changement ou comme évolution de ce côté-là? Est-ce qu'on garde le même ordre? Comme vous le souhaitez. Les kin, un pep talk. Alors, les nouveaux, là, quand vous arrivez à l'Université Laval, je m'adresse à vous pendant 2 heures pour vous dire que vous allez jouer un rôle central dans la transformation de la société québécoise. Rien de moins. Mais pour ça, par exemple, ça va prendre plus que vous asseoir puis user vos culottes pendant 3 ans. Vous avez besoin d'atteindre les niveaux de compétences qui vont faire que vous allez regarder un cardiologue, un diabétologue, un spécialiste de médecine interne dans les yeux, puis vous allez connaître votre science sur le bout des doigts. Ça, c'est le premier point. Parce que la littérature, écoutez, moi, ça fait 40 ans là, que je suis proche, je fais de la recherche, j'ai de la misère à la suivre. Vous commencez votre bac. Fait que, s'il vous plaît, là, allez bien au-delà. Vous avez la chance d'être dans un milieu universitaire. Une université, ça vous donne accès au savoir de la planète. Et Jean-François l'a dit tout à l'heure, là, pour améliorer la santé collectivement des Québécois, il va falloir trouver toutes sortes de moyens, tant au niveau individuel qu'au niveau populationnel, pour mettre le Québec, les faire bouger. Qui a l'expertise pour comprendre qu'il y a une pléiade de tests qui vont vous permettre de mesurer la condition cardio-respiratoire, qu'on a un paquet d'objets connectés qui sont capables de mesurer les différentes dimensions, la chronobiologie, la qualité du sommeil, l'interaction avec l'alimentation absolument toxique, bourrée de 2 petites poudres blanches, lesquelles? C'est quoi les 2 petites poudres blanches dans notre alimentation hautement transformée? Et on intoxique nos enfants avec ça, puis on les garde sédentaires, puis ils ont des écrans devant face. Vous avez toute une expertise à aller chercher pour vous rendre, pour que votre niveau de compétence soit au niveau
des autres professionnels de la santé. Puis d'avoir aussi cette vision-là que c'est pas juste de dire, bien là, il faut faire 150 minutes d'activité physique par semaine. Vous êtes ceux qui comprenez qu'il faut faire la distinction entre l'activité physique, l'exercice, le sport. Dans mes conférences grand public, les mamies, là, vous n'aimez pas ça faire de l'exercice? Pas de problème, madame. Pas de problème. Vous n'aimez pas ça faire du sport? Pas de problème. Savez-vous qu'à n'importe quel âge, on peut mettre votre corps en mouvement? Si vous avez accès à l'expertise d'un ou une kinésiologue, il va vous aider à recalibrer vos activités dans votre quotidien. Puis vous savez quoi? Les bénéfices sur votre santé physique, une pléiade d'indicateurs, parce qu'il n'y a aucun médicament. Mais ça, il faut la connaître, la littérature, pour être capable de dire à un spécialiste de médecine interne, « Hey, ma pilule, là, l'activité physique, est bien meilleure que la tienne. » Mais ça, il faut avoir les compétences, vous comprenez. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, puis il va être beaucoup plus court, c'est que quelque chose qui est important a besoin d'être mesuré. Je suis un petit peu tanné, là, de voir qu'on ne mesure rien quand on parle des dimensions des comportements. Je reviens là-dessus tout à l'heure. Comment se fait-il que votre médecin mesure votre cholestérol, il se préoccupe de votre tension artérielle, il va regarder si vous faites du diabète ou pas, puis le déterminant numéro 1 de ce qui va vous arriver dans votre vie, êtes-vous en forme ou pas, votre condition cardio-respiratoire, votre niveau d'activité physique, la qualité de votre alimentation. Vous avez les signes vitaux, votre tour de taille, signes vitaux du mode de vie, les kin, c'est à vous autres, ça. J'allais justement rebondir sur le fait que j'essaie de me préparer en arrivant ici, dire quel est l'état un peu du mouvement. Il n'est pas vu? Fermé tantôt? Oui. Ah. C'est pas grave. C'est comme si on s'était arrangé avec le gars des vues avant, parce que je m'en allais justement parler, comme médecin de santé publique, moi j'aime bien partir d'un diagnostic, de la population. Qu'en est-il réellement de l'activité physique, de la sédentarité? C'est étonnant comment on n'a pas tant accès à de la mesure. Donc, puis la mesure solide, vous savez c'est quoi les accéléromètres. Puis j'ai pu trouver, l'enquête canadienne sur les mesures en santé, c'est à l'échelle canadienne. Puis de 2022 à 2024, ils ont pu mesurer puis comparer avec juste avant la pandémie quel est le niveau de sédentarité puis d'activité physique à différents groupes d'âge. Puis moi, ça m'a vraiment préoccupée, là. Je dis ça parce que je vois un rôle immense, il y a un lien avec le rôle des kinésiologues. Chez les 12-17 ans, en termes de sédentarité, on est à 10,6 heures de sédentarité, le mesuré avec un appareil. C'est le groupe d'âge où on bouge le moins, où on est le plus sédentaire de tous les groupes d'âge qui ont été mesurés. C'est fatigant. Puis, ça, ils ne pouvaient pas le comparer dans le temps, mais en termes de respect des recommandations des lignes directrices canadiennes sur le mouvement, la fameuse activité physique modérée à élevée, on demande 60 minutes par jour au moins. Bien, ça, on est rendu chez les jeunes de 12-17 ans, surtout chez les jeunes filles, ça a baissé de 21 qui était déjà pas très, très élevé avant la pandémie, à 8 8 dans les toutes dernières mesures. 8 là, on a 92 de chemin à faire. Là. Ça commence à être beaucoup. Donc, bien sûr que le poids ne relève pas uniquement sur les épaules des kinésios. C'est vraiment pas ce que je dis. Je pense que c'est au contraire le rôle, comme on disait depuis tantôt, de toute la société. Mais déjà, je l'ai testé un peu dans mon entourage, les fameuses directives canadiennes sur le mouvement. Sincèrement, là, je l'ai testé juste au hasard de 4-5 personnes de niveau universitaire, mais qui ne travaillent pas dans la science du mouvement, puis ils n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas au courant que de nos jours, c'est plus juste le 150 minutes ou que c'est le sommeil, que c'est la sédentarité, que c'est le temps d'écran, que c'est comment tu occupes l'ensemble de ton mouvement dans une journée qui compte sur 24 heures. C'était pas tant connu. Donc, je le dis parce que je pense qu'il y a un rôle extrêmement important dans ce plaidoyer-là à faire, que c'est pas juste de faire une long run la fin de semaine, puis pour cocher ton 150 minutes, c'est de bouger tout le temps, le plus possible, de rester le moins possible sédentaire. Et pour ça, je pense qu'il n'y a pas mieux placé que les kinésios et les futurs kinésios pour être capable de faire ce plaidoyer-là, de dire, pas oublier, mais la performance, le discours très, très axé sur le sport, axé sur, il y a des risques à la santé, prends-toi en charge, prends-toi en main. C'est un petit peu 2025-2024. Là. Moi, je pense qu'en 2026, on doit être vraiment dans un discours où fais-le pour le plaisir. Oui, il y a des directives, puis même si tu les atteins pas, là, c'est pas grave, vise à bouger le plus possible, c'est super facile, puis vise à avoir du fun quand tu le fais, puis tout le monde est capable de bouger,
tout le temps. Au quotidien, on doit rendre ça facile, on doit rendre ça accessible, simple à intégrer au quotidien. Donc, les mouvements spontanés et intuitifs, intégrés plutôt que quelque chose de trop structuré. Je pense que vous êtes les meilleures personnes. Si vous le dites, s'il y a des médecins qui le disent, s'il y a des infirmières qui le disent, s'il y a des profs d'éduc qui le disent, ça m'a donné, si tout le monde le dit, on va commencer à avoir un peu un gain de cause. Puis, peut-être un dernier point par rapport au kinésio. Tu sais, c'est sûr qu'on peut être appelé à avoir une pratique plus clinique, plus individuelle, puis d'autres qui vont avoir une pratique, par exemple, en santé publique, qui va être plus sur des approches populationnelles, comment influencer les municipalités à mieux aménager leurs parcs puis leur territoire. Mais je trouve qu'on gagnerait à plus se parler, dans le sens que des fois, on peut penser que la personne en clinique, elle voit plein de choses, elle voit plein de situations qu'elle se dit, bon, ben mes patients ne bougent pas assez parce qu'ils n'ont peut-être pas accès facilement à des espaces verts, c'est moins intuitif dans leur quartier. Puis là, on fait tous ces constats-là. Mais n'hésitez pas à venir en parler aux kin puis aux gens qui travaillent en santé publique pour dire que vous avez peut-être remarqué que dans certains secteurs, ça devient difficile puis qu'on gagnerait à prioriser ces milieux-là puis à insister pour que l'environnement soit plus favorable ou que l'école ait des pratiques plus exemplaires. Donc, si on brise, ou on crée des vases communicants entre ceux qui travaillent plus en individuel puis en populationnel, je pense qu'on peut faire des grandes choses. Parce qu'en populationnel, on n'a peut-être pas toujours autant le son du terrain, qu'est-ce qui se passe exactement. Donc, parlez-vous, puis c'est ensemble réellement qu'on va être capable. Puis je dis parlez-vous, c'est la même chose pour tout le monde. Je ne suis pas une critique dans la kinésio. Je pense que de façon générale, on gagne à mélanger nos savoirs terrain, nos savoirs un petit peu plus d'expertise scientifique pour être capable de faire un plaidoyer chacun à la hauteur de ce qu'on peut faire là, dans notre quotidien. Donc, le rôle futur des kinésiologues, premièrement, regardons le passé puis le présent. Moi, je suis kinésiologue depuis 30 ans. Quand j'ai étudié en kinésiologie, dans le temps, c'était tu fais un bac en kin pour faire d'autres choses après. C'était ça. Oui. Ben oui, dans les années 90, tu fais ça pour ensuite faire une maîtrise en quelque chose. Finalement, je suis arrivé pour faire une maîtrise en biomécanique à Montréal. J'ai découvert l'ostéopathie. Bon. Je travaille en ostéopathie. C'est quasiment un prétexte, parce que j'ai 1 heure avec des patients à longueur de journée, à éduquer mes patients. Donc, je fais un kinésiologue. Je suis un kinésiologue déguisé en ostéopathe. Hein? Et à leur montrer des exercices pour qu'ils ne viennent plus me revoir, parce que mon horaire est plein. Donc, je passe mon temps à éduquer les gens. Mais les gens qui ne connaissent même pas c'est quoi la kinésiologie... Écoutez, pour vous donner un exemple, Pierre Lavoie, avec qui j'ai écrit le livre, il me raconte, il y a quelques années, qu'il est allé faire du vélo avec un ancien ministre de la Santé que je nommerai pas. Et il ne savait même pas c'était quoi des kinésiologues. Il dit, j'ai passé 1 heure à lui expliquer c'était quoi. Et donc, le constat, actuellement et dans le passé, c'est que c'est pas valorisé. C'est pas valorisé dans notre société. Je suis désolé de vous amener ça, OK? Mais c'est la réalité. Les gens ne sont pas prêts à payer tant que ça pour ça. Les gens, aller voir un kinésiologue, ouais. Et là, en plus, avec l'intelligence artificielle, là, les gens me disent, je suis allé voir, je me suis trouvé des exercices sur le web, tout ça. Je vous dis, là, il y a un futur qui, d'après moi, est vraiment plus reluisant avec la place qu'on semble vouloir y mettre dans notre société puis dans notre système de santé. En même temps, il va falloir que vous poussiez pour faire votre place. Et il va falloir que vous suiviez des formations continues. Il va falloir que vous créiez une expertise. Il va falloir que vous trouviez des niches dans lesquelles vous êtes vraiment des experts. Il va falloir que vous sortiez des sentiers battus, parce que sinon, comme kinésiologue, se trouver un travail, c'est pas si évident. Et souhaitons que ça le demeure, que ça le devienne. Que ça le devienne. Et donc, voilà, le futur, donc à la question, comme on le voit, j'espère vraiment que les kinésiologues vont prendre plus de place, mais c'est pas gagné d'avance. Okay? C'est pas évident de parler après vous. Ils sont tellement bons. Moi, je veux renchérir là-dessus. La kinésiologie, je reviens sur l'approche de prescripteur d'activité physique. Je pense que sur la vulgarisation, il y a vraiment un momentum à saisir du côté de la kin pour
justement mieux comprendre, oui, si je suis active comme individu, bon, encore une fois, ça dépend de ma motivation, ça dépend de l'attitude que j'entretiens face à l'activité physique. Le docteur Julien disait toujours, l'activité physique la meilleure pour quelqu'un, c'est celle qui est répétée. Bon, ben, c'est quoi les chances qu'on répète une activité physique? Ben, si on se sent bien quand on la fait, si elle est facile à faire, qu'on se sent compétent quand on la fait, puis on a du plaisir, on a des émotions positives à la faire. Ça, c'est l'attitude. C'est quoi notre feeling par rapport à l'activité physique? Pour bien miser sur ces ingrédients-là, le kin est très, très bon. C'est un excellent diagnostiqueur, si je peux dire. Il fait de très, très bons diagnostics comportementaux. Donc, analyser ce que l'individu aime, c'est quoi ses intérêts, ses capacités, qu'est-ce qui peut faire du sens dans son quotidien. Maintenant, la kinésiologie, je pense qu'elle doit aussi faire un bon diagnostic des milieux de vie. Donc, au-delà du comportement, encore une fois, individuel, qui relève en partie de la personne, mais c'est une responsabilité partagée. La personne, elle va trouver ça facile d'intégrer ça à son quotidien, puis le fun, si les milieux de vie permettent cette intégration facile-là. Donc, le kin, pour moi, doit vraiment bien, puis je suis d'accord avec Jean-Pierre, bien saisir la science derrière les milieux de vie qui sont favorables à la construction d'une santé par l'activité physique. Puis on reviendra justement sur les recommandations d'activité physique. Pour moi, il y a un problème d'accessibilité de ce message-là. Donc, le kin peut vraiment rendre ça plus accessible, d'augmenter un nombre de minutes d'activité physique tout simplement dans la journée. Il y a une bonne portion de la population qui sont loin, très loin du 150 minutes. Donc, là-dessus, il y a des messages, mais j'y reviendrai. Donc, comment on analyse comme il faut notre environnement? Et il y a une niche très, très intéressante pour le kinésiologue d'envahir 2 milieux de vie clés actuellement, c'est le réseau de la santé et les milieux de travail. Je reviendrai sur les milieux de travail, mais le réseau de la santé, Mélissa en parlait. Il y a des kinésiologues actuellement, mais malheureusement pas assez. À la Fédération des kinésiologues du Québec, on tente de faciliter l'intégration des kin beaucoup plus dans le réseau de la santé. Au sein des groupes de médecine familiale qui travaillent en multidisciplinarité avec toutes sortes d'autres professionnels, mais également dans le réseau comme tel de la santé, dans les directions de santé publique, dans les CIS, les CIUS de toute la province. Actuellement, c'est juste 25% des kin qui œuvrent concrètement dans le réseau de la santé, alors que ce sont vraiment des milieux clés pour que le kinésiologue puisse littéralement sortir de son bureau. Oui, s'appuyer sur la science pour bien comprendre l'impact des environnements favorables sur la santé, mais sortir du bureau et littéralement travailler avec qui? Bien, les villes, les organismes communautaires, les milieux de travail, toute la population, donc les groupes citoyens qui souhaitent s'impliquer également sur le terrain et faire en sorte de créer des ruelles vertes, des quartiers marchables, on protège des espaces verts. Bien, tout ça, ce sont des actions dans lesquelles on construit des milieux de vie qui favorisent la santé. Et le kinésiologue, dans le réseau de la santé comme tel, avec un rôle formel de prévention des maladies et de promotion de l'activité physique, a vraiment son rôle à jouer. Mais encore faut-il qu'il comprenne l'approche des environnements favorables et puisse le vulgariser concrètement et puisse avoir sur le bout de ses doigts quelques actions, des quick wins dans les communautés qui permettent de transformer des petites choses dans l'environnement, mais qui font toute la différence sur cette question-là de, OK, ça va peut-être être le petit incitatif qui fait la différence si je décide d'accumuler quelques minutes pour monter des marches, traverser un parking, donc me placer le plus loin possible dans le stationnement, aller prendre l'air 15 minutes au parc à côté. C'est, au final, ce sont ces actions-là qui font qu'on cumule des minutes dans la semaine et qui facilitent l'adoption au quotidien. Donc, pour moi, la kinésiologie, centrale dans la compréhension de ces milieux de vie-là. Donc, envahissez les milieux de vie dont je viens de vous parler, le milieu de travail, le réseau de la santé, les villes, le réseau de l'éducation, les classes, le milieu de la petite enfance. Le kinésiologue a sa place et doit être plus présent dans ces milieux de vie. Je me permets de me substituer à l'animatrice juste parce que j'ai comme une idée, un rêve dans ma tête qui me semble qui n'est pas si fou. Là. Je vous le relance en particulier pour les 2 kin. On voit beaucoup en milieu clinique, par exemple, des situations de troubles d'attention. Bon,
ce qui s'apparente à un TDAH ou des troubles plus de nature anxieuse, dépressive. On en voit beaucoup. On voit avec les statistiques qu'il y a beaucoup, beaucoup de consommation de médicaments qui vont avec. Puis, dans les guides, là, autant pour traiter la dépression que le TDAH, c'est toujours nommé là, que les programmes d'activité physique et aussi de gestion des écrans, là, moi, je pense qu'il ne faut pas les dissocier de nos jours, sont parmi des approches thérapeutiques démontrées comme étant efficaces. Puis même souvent, on invite un peu timidement dans les guides à dire, bien, vous pouvez essayer cette approche-là avant de recourir à la médication ou... Si la situation est trop intense, on recourt à la médication. Parallèlement, on implante ces programmes-là pour viser une déprescription, tu sais, au lieu de renouveler à chaque année. C'est-tu trop fou comme solution? Tu sais, qu'est-ce qui manque? C'est-tu parce qu'on n'a pas assez accès de kin en clinique? Parce que, sincèrement, c'est un enjeu ici, maintenant. Puis avec ce que vous dites, il me semble qu'on n'est pas si loin du but. Peux-tu me permettre? Excusez-moi, là. Bon, on va frapper fort. Prenez n'importe quel guide de pratique clinique. OK? N'importe quel guide de pratique clinique. Prise en charge des maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2, de l'hypertension, de problèmes de santé mentale. Dans ces guides-là, on a des médecins, des experts à grandeur du Canada qui publient les meilleures pratiques. Il y a toujours un paragraphe pour se donner bonne conscience au début. Le mode de vie est absolument essentiel. Alors là, ils se sont donné bonne conscience. Il y a un paragraphe là-dessus. Oui, mais ils sont où les moyens pour cibler le mode de vie? Ils sont où? C'est vous autres, les experts, les expertes, là. Alors, tant et aussi longtemps, parce que la science, pour juste permettre à tous ces patients-là qui vont développer des maladies, toutes les maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, tout ça, on a une science épaisse de même que vous devez apprendre en passant les kin, là, pour montrer que ça marche. Mais si on ne se donne pas les moyens de le faire, bien, c'est juste des vœux pieux. Je regrette, là, je suis très sarcastique, mais regardez tous les guides de pratique clinique. Encore une fois, on se donne bonne conscience en disant que le mode de vie, c'est essentiel pour traiter l'hypertension. 2 lignes. Désolé. Bien, effectivement, c'est ça. J'allais aller dans ce sens-là, justement, parce que c'est le cas pour le diabète de type 2, puis pour tout le reste. Tout le reste. Et puis, par exemple, là, anxiété, dépression. Dépression, une méta-analyse qui montre que l'activité physique a des effets égaux ou supérieurs à la médication sans les effets indésirables. Il me semble que c'est clair. Il me semble que c'est clair. Tout le monde, en plus, a déjà vécu là, d'aller faire une sortie de ski de fond, d'avoir une période où on s'entraîne plus, on se sent bien, on dort mieux, on a une meilleure énergie. On l'a tous vécu. Donc, mais pourquoi on ne le fait pas? Mais c'est pourquoi aussi, comme tu disais, Ariane, c'est l'individu aussi. Pourquoi l'individu ne le fait pas non plus? Puis pourquoi l'individu va aller voir son médecin puis va être déçu s'il ne se fait pas prescrire un médicament pour régler son problème? Donc, c'est à tous les niveaux. C'est assez spécial quand même, mais c'est une question d'éducation aussi. Question d'éducation, mais une question de tendance au statu quo, puis tendance à la facilité aussi de notre espèce. Il y a ça aussi qui joue pour beaucoup. Donc, comment arriver à changer ça à tous les niveaux? Alors là, il y a vraiment, vraiment une grosse composante d'éducation, mais il y a des actions gouvernementales qui viennent qu'à changer une culture. Ça se fait sur des années, mais il y a des exemples, il y a des pays où ils ont eu des changements de culture. La Norvège, ils n'ont pas toujours été comme ça, là. La Slovénie, ils n'ont pas été toujours comme ça non plus. La Norvège, en passant, on n'arrête pas de parler d'eux, mais ils ont appliqué en bonne partie une approche qui est canadienne, qui s'appelle le développement à long terme de l'athlète et du participant, le DLTA/P. Des chercheurs canadiens qui ont travaillé là-dessus. Et ensuite, ici, bien, on fait des commissions, des sous-commissions, un rapport, on le tablette. Là-bas, il y a un chercheur qui s'en va donner une conférence, il trouve ça intéressant. Il réinvite le chercheur 6 mois plus tard. Le chercheur, il nous raconte, ils l'ont fait. Puis là, il ajuste. C'est fait. C'est quand même. Donc, il y a aussi un manque de flexibilité. Il y a tout ça aussi en plus à changer. Donc, voilà. Oui, puis sur la question de la mesure, il y a quand même une certaine contradiction, à mon sens, dans le sens où, dans les messages de santé publique, on véhicule que c'est pas juste une question individuelle, de volonté individuelle, mais on mesure quand même l'état de santé de la personne, ce qui est absolument nécessaire, trouver des indicateurs pour voir, bien, OK, si je suis actif demain matin, bien, rapidement, le tour de taille diminue, la réduction des facteurs de risque est énorme. Donc, on mesure l'individu. On lui dit, c'est pas juste ta responsabilité, mais on te mesure toi, par contre.
Moi, j'aimerais voir évoluer, justement, dans un rôle plus clinique de la kinésiologie, bien, aller, oui, diagnostiquer les milieux de vie dont je parlais tout à l'heure, mais trouver des mesures d'impact. Oui, le quartier est bel et bien marchable. Oui, j'ai des politiques en milieu de travail qui permettent de prendre 30 minutes d'activité par jour payée. Trouver des indicateurs que ces fameux milieux de vie-là sont favorables ou pas. Puis là, on pourrait rentrer dans les détails, mais il y a 4 types d'environnements. La science est assez bien documentée pour pouvoir identifier assez concrètement dans les milieux de vie clés, là, dans le parcours de vie de quelqu'un, de l'enfance, en passant par l'âge adulte jusqu'à les clientèles plus aînées. Il y a quand même des éléments très mesurables qui nous permettent de dire, ben oui, la kinésiologie agit sur des indicateurs de santé qui sont mesurables individuellement chez la personne, mais analyser aussi que son environnement il a évolué autour de cette personne-là et donc il y a quelque chose qui marche dans ce qu'on a mis en place au niveau des environnements, au niveau des milieux de vie comme tel. Fait que moi, j'aimerais inclure davantage de ce type d'indicateurs-là et ça favoriserait très certainement la mise en place de mesures ministérielles encore plus ciblées que ce qu'on a actuellement. Notamment, là, on parlait du plan d'action tout à l'heure, il y en a 54 mesures. Bon, bien, ils sont quand même un petit peu plus ciblés que les précédentes politiques publiques, mais il y a encore lieu de se mesurer efficacement qu'est-ce que ça aura donné si on agit bel et bien sur ces milieux de vie dans 5, dans 10 ans. Et le rôle de la kinésiologie, bien, on peut, je pense, comme groupe de professionnels, s'outiller davantage sur cette mesure d'impact-là au niveau environnemental. Et voilà. Les dernières minutes de nos échanges m'amènent à une question un peu multidimensionnelle là, que je me suis formée dans ma tête. Bonne chance pour vous retrouver. Non, je blague, là, je vais essayer de faire ça en ligne droite. Là. En fait, c'est que j'ai envie de vous entendre parler de la population. On parle de les milieux de vie, on parle des experts que sont les kinésiologues. Nous, ce que je remarque, puis je pense que ce qu'on est plusieurs à remarquer, c'est qu'il y a justement, Marianne, tantôt tu parlais de contradiction, il y a une certaine contradiction en ce moment dans la vision de l'activité physique. C'est-à-dire qu'on assiste à une vague de reconnaissance de la performance sportive, hein, de vraiment là, faire du sport un mode de vie et d'être très, très axé sur la performance. Et d'un autre côté, bien, on le sait qu'il y a une bonne tranche de la population qui n'atteint pas les recommandations d'activité physique. Parallèlement à ça, on a 2 auteurs ici qui nous proposent des ouvrages qui, justement, proposent des approches qui sont différentes de notre vision actuelle de l'activité physique. Donc, ma question serait, bien, selon votre point de vue, c'est quoi la vision actuelle de l'activité physique dans la population? Puis comment est-ce que, comme KIN, on peut rendre cette vision-là plus durable? Oui, oui. Alors, effectivement, c'est un gros point parce que non seulement on a un problème d'inactivité, de sédentarité, mais en plus, les gens qui bougent arrivent dans un milieu où on axe tellement sur la performance et même parfois, il y a carrément un côté toxique. Il y a une jeune qui est bonne en gymnastique, qui a 8 ans, qui se fait dire par son coach, bien, elle devrait réintégrer l'équipe d'élite puis s'entraîner 15 heures par semaine. En fait, et de spécialiser des jeunes, de leur mettre de la pression, de leur faire un seul sport quand ils devraient développer plein d'aptitudes, plein de compétences physiques qui vont ensuite déterminer leur engagement face à l'activité physique durant toute leur vie après, bien, ça ne fonctionne pas. C'est ce que ça a comme résultat, c'est que ça va faire décrocher une majorité de jeunes. Donc, non seulement on a une grande partie de la population qui ne bouge pas assez, mais en plus, les jeunes qui bougent, on les amène dans un système qui souvent leur amène une image négative du sport et de l'activité physique, puis qui est fait décrocher. Donc, on est doublement perdant. Alors, ça part jeune. Il faut changer. C'est pour ça que, justement, dans le livre que j'ai écrit avec Pierre Lavoie, on axe beaucoup là-dessus. On s'est intéressé à comment on peut modifier notre approche par rapport à l'activité physique et au sport chez les jeunes. Il faut beaucoup moins axer sur la performance. Puis là, après ça, on se faisait accuser des fois, « Ouais, mais là, la performance, vous êtes contre. » On n'est pas contre la performance. On n'est pas contre ça du tout. On est juste en train de dire qu'il ne faut pas axer là-dessus trop jeune, pas spécialiser trop jeune, pas mettre trop de pression. Et en bout de ligne, ben oui, il va en avoir de la performance plus tard, si on en veut. Si on veut là, vibrer là, pendant les Olympiques là, à chaque médaille canadienne. Oui, il va en avoir.
Mais si on a un décrochage comme ça, ben ça marche pas. Ensuite, pour les adultes, ben on est aussi dans notre société où on axe beaucoup sur la performance. Et là, on voit un paquet de gens qui, même sous prétexte de ne plus être capable d'arriver à faire quelque chose qui est jugé performant, par exemple la course à pied, quelqu'un qui n'arrive pas à courir un 10 km rapide, ben là, on voit un paquet de gens qui vont aller vers les ultra-trails puis des affaires, là, tout à coup, ils vont faire un 80 km. Ils vont mettre ça sur leurs réseaux sociaux, puis là, des commentaires. « Ah, mon Dieu, t'es un héros, t'es un modèle pour notre société. » Et moi, je vois ces gens-là sont maganés, là. Ils en ont pour un an à s'en remettre après, là. C'est... OK, Et puis, ce qu'ils disent pas, c'est qu'ils ont marché le 3/4 du temps la course, là. Hein? Donc, il y a une espèce d'obsession d'arriver à se prouver puis à montrer que là, hey, on est capable de produire de la performance. Et il faut sortir de ce modèle-là. Ce qu'on veut comme société, c'est pas performer, même s'il y a de la place pour ça, c'est bouger, c'est ça, c'est être en santé, c'est avoir du plaisir. Il faut mettre plus l'accent sur le plaisir, sur les activités variées. Il faut moins orienter sur les sports qui sont organisés. Il y a des parents qui inscrivent leur enfant à toutes sortes. Là. Il est inscrit au soccer, il est inscrit au hockey, tout ça. Go, go, go. Mais finalement, en fait, on a parlé à des chercheurs et ce qui détermine le plus l'engagement face à l'activité physique, c'est le jeu libre non structuré. C'est d'aller jouer dehors. Dans les années 80, les gens ne faisaient pas plus de sport organisé. Et en fait, on était toujours dehors, on bougeait. Et c'est un énorme déterminant. Donc, il faut se calmer avec la performance sans mettre de côté la performance pour certaines personnes. C'est dommage, Jean-François, parce qu'on le sait, ils vont jouer dans la Ligue nationale à 12 ans. Hein? Ils vont jouer dans la Ligue nationale. Sentez-vous le sarcasme, là? Non, écoutez, il y a d'immenses inégalités. On a une médecin de santé publique, là. Il y a d'immenses inégalités sociales en matière d'habitudes de vie compatibles avec la santé. Faites-moi pas croire que quand vous n'êtes pas capable de payer votre loyer, là, que votre priorité, c'est de manger sainement puis de bouger. Vous êtes en mode survie. On peut-tu s'occuper de ces gens-là, s'il vous plaît? Puis c'est pour ça que dans nos écoles publiques, puis Jean-François en parle dans son livre, on a besoin de se préoccuper. Il n'y a pas de pire tragédie qu'un adolescent qui se fait dire qu'il ne peut pas faire l'équipe de basket ou de volleyball parce qu'il n'est pas assez bon. Bien là, il n'y a pas d'équipe pour ceux qui ne sont pas capables de faire... C'est une tragédie, ça. C'est complètement inacceptable. C'est antidémocratique. On refuse le mouvement compatible avec la santé physique et psychologique de cet enfant-là. Shame on us, là. Shame on us comme société. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, encore une fois, il y a une expertise que je dis aux étudiants de développer. Bon, là, vous allez apprendre plein de choses sur les effets bénéfiques de l'activité physique, sur différents indicateurs de santé physique, psychologique, mentale. Ça empêche le cerveau de ratatiner en passant. Mesdames, ça, je peux vous dire que ça pogne fort dans mes conférences grand public. Science à l'appui, là. Les gens qui sont sédentaires et inactifs, le cerveau ratatine plus vite et la fonction cognitive se détériore plus rapidement. C'est-tu un bel indicatif, ça, pour aller prendre notre petite marche avec notre chien tous les jours, là? Hein? Alors donc, pour en revenir à ce point-là, une expertise que je veux que vous développiez, les kinésiologues, écoutez. Puis ça revient au commentaire que vous avez fait tout à l'heure. Cette personne-là, elle vient d'où? C'est quoi son passé? As-tu subi de l'abus dans sa jeunesse? As-tu subi de la stigmatisation parce qu'elle s'est fait dire « t'es gros, t'es grosse ». Voyez un peu l'idée, là. Ouvrez vos oreilles grands, parce que c'est pas un one size fits all là, pour tout le monde. Ah, 150 minutes d'activité. Non, non, non. Partez à ce que vous avez, écoutez finement, parce que vous avez le temps, les kinésiologues, les médecins, puis c'est pas un reproche que je lui fais. Le ministère de la Maladie lui dit « Ah ouais, il fait de la saucisse, vois des patients, vois plus de patients. » Pensez-vous qu'en 15 minutes, tu peux régler tous ces enjeux-là en amont, les déterminants sociaux, environnementaux qui font que la personne se retrouve dans tel ou tel état, affecté de multimorbidités, puis avec des enjeux de santé psychologique. Vous autres, vous avez le temps. Prenez le temps de bien écouter. Plutôt avant de parler, écoutez, s'il vous plaît. Tellement inspirant. Puis ce dont vous parlez, c'est d'identifier le bon prétexte à l'activité physique.
je pense que la vision de la population sur l'activité physique a évolué. On pense à il y a 20-30 ans, on avait des discours très axés sur quelque chose de bien structuré. Il faut prévoir des plages horaires, mettre son soute, on s'apprête à suer, c'est 30 minutes, puis après ça, on revient à nos activités quotidiennes. Donc, il y avait cette notion-là que c'est très tranché dans la journée, la question d'activité physique, très reliée à justement la performance, la perte de poids, tout ce qui est apparence, on le voyait beaucoup, conditions physiques. Maintenant, on sent la norme sociale évoluer. On sent que c'est beaucoup plus un levier pour construire du bien-être au quotidien, s'assurer d'être bien dans nos journées, s'assurer d'avoir un équilibre de vie. Ça, on le sent, ce virage-là. Donc, le prétexte pour faire l'activité physique change. Donc, moi, je nous inviterais à considérer, souvent, l'activité physique, c'est un moyen pour atteindre une autre fin. Mais on a quand même les bénéfices collatéraux de l'activité physique si on utilise ce moyen-là. Pour certaines clientèles, c'est la gestion du stress. Ça me fait penser à la campagne que vous connaissez peut-être parce qu'elle visait des jeunes adultes, des jeunes femmes. Une campagne de... Puis là, j'en profite pour faire ma petite minute de promo, là, une vaste campagne sur TikTok qui s'appelle Nancy Choquette Cardio-Mental Tonic Wow. Donc, qui incite, c'est inspiré des années 80, une campagne qu'on a menée à M361, qui incite les jeunes femmes, non pas à faire l'activité physique pour faire de l'activité physique, qui incite les jeunes femmes à utiliser le mouvement pour gérer leur stress au quotidien et adresser cette fameuse question de la performance. Bien ça, pour ça prend un bon diagnostic. Il faut les comprendre, ces gens-là. Il faut leur poser la question, « Hey, c'est quoi tu vis, toi? » Et les femmes, ce qu'elles nous disaient, les femmes de 18 à 24 ans, c'est... Hey, on en a plein avec les pressions de performance dans toutes les sphères de nos vies. Nous, on a besoin de se gérer le stress plus facilement. Parfait. Ça, c'est notre prétexte pour l'activité physique. Donc, on a orienté nos messages, non pas pour bouger, atteigner le 150 minutes d'activité physique par semaine, mais bel et bien pour vous aérez l'esprit, sortez dehors, allez avec vos amis. Donc, pour d'autres populations, ça va être un lien social incroyable. On parle de nos clientèles plus aînées. Ce qu'ils veulent, ces gens-là, c'est socialiser, être actifs dans la société, continuer d'avoir des moments de plaisir et d'épanouissement avec d'autres. Donc ça, c'est le parfait prétexte, l'activité physique s'insère là-dedans. Donc, l'importance de ce prétexte-là est fondamentale pour les professionnels en activité physique que sont les kinésiologues. Et je reviens à la question du système sportif. Les modèles sportifs qui fonctionnent le mieux, le modèle finlandais en est un, Move, tous les pays scandinaves l'adoptent de plus en plus. Bien, c'est qu'ils ont identifié chez les jeunes les bons prétextes à l'activité physique. Donc, on n'est pas dans une dynamique de... On te projette déjà avec 14 médailles au cou à la Michael Phelps, mais on est davantage dans « Hey, on a du fun, on bouge librement, on a un espace de liberté avec nos amis, on découvre le plein air. » Et ça fonctionne. Le bénéfice collatéral de ça, c'est que hey, les gens rapportent des médailles quand ils progressent parce qu'ils ont intégré l'activité physique et le sport comme une façon d'avoir du fun. Donc, sur notre système sportif québécois, puis je réfère à un rapport qui a sorti il n'y a pas longtemps de la Commission canadienne sur l'avenir du sport, bien, il faut absolument intégrer davantage nos jeunes dans le système sportif, non pas le voir en silo du réseau scolaire, du réseau fédéré, mais bel et bien une approche communautaire, comme celle qu'on parle avec les milieux de vie, et faire en sorte que les jeunes aient du fun très tôt dans l'activité physique. Donc ça, j'insiste là-dessus. Dernière chose, sur le rôle de la kinésiologie, si jamais vous accompagnez des jeunes qui s'inscrivent justement dans une logique de performance, parce que oui, pour certains individus, ce sera le prétexte parfait de performer, d'aller chercher des médailles et tout ça. Si vous accompagnez ce type de jeunes, bien, pensez également à la diversification des activités. Donc, de ne pas trop appuyer, surtout de façon très tôt dans le parcours du jeune, sur une spécialisation hâtive. Donc, pour que le jeune puisse, oui, performer, mais avoir du plaisir, bien, faites en sorte que si c'est le hockey, puis bon, les parents visent tous les camps d'entraînement imaginaires, bien, est-ce qu'on peut développer d'autres habiletés motrices dans le parcours de vie du jeune? On peut-tu lui montrer à lancer? Est-ce qu'on peut lui montrer des activités d'équilibre sur une jambe, par exemple? Donc, pensez à cette diversification-là. Ça, c'est bien démontré
que le jeune se développe encore plus dans sa discipline sportive. Il y a du fun, il découvre d'autres sports, d'autres communautés, d'autres amis aussi au passage. Donc ça, je pense que c'est important comme professionnel de l'activité physique. Mais tant qu'à parler de petits trucs en ligne qui sont cute, le fun à regarder sur la pression de performance. Moi, je suis un peu tombée en amour avec je ne sais pas si vous les avez vus, les petites vidéos de naître et grandir. Je pense que ça s'appelle La couche de trop. Ça ironise un peu la pression de performance que se mettent les parents très tôt dans la vie. Là. Il y en a un sur les fêtes d'enfants, les thèmes, les multiples cours et sports auxquels nos enfants sont inscrits. Donc, dans le fond, ce qu'on se rend compte avec ces vidéos-là et de façon plus générale dans la vie, c'est que très, très tôt dans la vie, on naît puis on grandit dans un environnement familial où on est surchargé, on est toujours dans la pression puis une certaine logique de performance. Oui, dans les écoles, de point de vue de santé publique, dans un sens, ça fait pas vraiment de sens comment que notre système scolaire est organisé. Dans une logique de santé publique, ce qu'on veut, c'est contribuer à améliorer la santé de l'ensemble de la population, tout en mettant des efforts supplémentaires plus intenses pour réduire les inégalités sociales. Donc, tout le monde, on appelle ça l'universalisme proportionné. On veut des mesures qui vont faire du bien à tout le monde et encore plus aux gens qui en ont davantage besoin. Est-ce que c'est ce qu'on fait dans le système scolaire actuel en regard de l'activité physique? J'oserais dire que non. Parce qu'en ce moment, on met des efforts additionnels, beaucoup dans les programmes de sport-études, donc des jeunes qui sont déjà mobilisés, en moyenne plus actifs, qui ont probablement un plus grand réseau de soutien, plus de capacités, alors que les jeunes qui vont rester dans ce qu'on va appeler le public régulier sont un peu laissés pour compte. Là. C'est assez minimaliste qu'est-ce qu'on voit comme offre l'infrastructure, activité physique qui leur est offerte. Donc, c'est pas ceux qui font déjà 10 000 pas par jour qu'on veut les amener à faire 20 000 pas. Moi, c'est ceux qui en font pas qu'on veut les amener vers des 3 4 000, 5 000. Plus que tu bouges, mieux que c'est. On s'en fout ce que tu fais. L'important, c'est que tu bouges et, comme vous l'avez dit, que tu aies du fun. Mais ça, je pense que dans une logique de pression parentale très tôt dans la vie, dans une logique de système scolaire qui n'est pas du tout en ce moment orienté vers cette philosophie-là, on a autrement. Tant que les choses ne changeront pas, je pense que notre rôle, ta question, c'était par rapport à notre rôle comme population, on a des choses qu'on peut faire. Fait que je vais vous donner peut-être 2 petits exemples d'actions qui ne viennent pas nécessairement de très haut niveau. Mais par exemple, à la Direction de santé publique de l'Estrie, ma collègue m'expliquait que à des fins de réduire les inégalités sociales liées à l'activité physique, bien, il y a un petit budget qui a été donné pour qu'on commence par la base, c'est-à-dire faire des groupes de discussion pour aller voir des jeunes filles, puis particulièrement des jeunes filles qui appartiennent à des groupes où on fait plus face à un plus grand nombre d'obstacles ou de barrières pour l'activité physique, puis carrément s'asseoir avec les jeunes filles pour qu'elles nous expliquent sont où les difficultés, sont où les barrières, les enjeux de motivation, puis surtout, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider, à comprendre, mieux cerner les besoins, puis essayer de co-construire avec ces gens-là. C'est pas quelque chose de bien compliqué, là, ce que je vous dis. Là. On n'est pas en train de passer d'un examen médical super coûteux. On parle de s'asseoir avec les gens qui en ont le plus besoin pour comprendre, les écouter, puis travailler avec eux pour des solutions qui font sens pour elles et eux. C'est banal, mais on le fait pas assez. Puis une deuxième initiative, moi, qui m'a beaucoup inspirée, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je ne vais probablement pas l'appeler du bon mot, mais c'est un projet de recherche à Bromont de la professeure Marie-Ève Blanchet. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont entendu parler. C'est comme je vais le dire dans mes mots à moi, là, puis j'espère qu'elle ne m'en voudra pas, mais c'est des espaces extérieurs novateurs qui sont créés beaucoup pour la petite enfance, les tout-petits, où est-ce essentiellement, on met des matériaux recyclés, un petit peu toutes sortes de formes, puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans cet espace-là. Tu sais, c'est pas comme un espace de parc tout aménagé avec des échelles puis des glissades qui requièrent d'entrée de jeu des habiletés psychomotrices que si on n'a pas, on peut moins l'utiliser. Donc, par le fait même, les jeunes se retrouvent, ils socialisent, ils créent des patentes, des mondes imaginaires, ils jouent, ils développent toutes sortes d'habiletés, ils bougent sans que ça soit structuré, quelque chose d'hyper créatif, hyper spontané. Donc ça, moi, ce que ça me dit, cette chercheure-là, elle, son laboratoire, là, c'est de regarder ce qui se passe quand on fait des espaces comme ça. Donc, d'être dans la culture d'innovation, de la recherche, puis clairement une recherche qui est interdisciplinaire. Tu sais, comme moi, je lui disais, my God, il y aurait des choses à faire. Moi, je serais intéressée de voir à quel point ce type d'approche-là, non seulement fait bouger plus, mais crée un impact au niveau du développement de l'enfant, au niveau de son bien-être, de sa socialisation. Fait que vous voyez comment toutes les disciplines, on gagne à travailler ensemble, à innover, puis peut-être pas, je pense, attendre
que tout soit miraculeusement réglé par nos approches gouvernementales. Moi, je pense qu'on a le pouvoir d'agir, puis on est capable, à l'échelle de nous, comme personnes, comme individus, de faire des petits pas, des petits gestes qui vont probablement, après ça, inspirer d'autres milieux, créer d'autres petits pas, d'autres petits gestes. Puis à un moment donné, bien, c'est comme ça qu'on peut aspirer à changer une partie du monde. Ce serait ma dernière question et par la suite, on laissera place aux questions dans l'assistance ou si vous voulez ajouter quoi que ce soit. Ce qui a inspiré l'initiative d'aujourd'hui, c'est la conférence de Dr Després l'an dernier au Congrès de la Fédération des kinésiologues du Québec là, qui portait sur cette idée-là de faire la révolution active. On a vraiment perçu que c'était quelque chose de très concret. Une initiative très concrète, une révolution qui se veut proposer des idées concrètes autant aux professionnels qu'à la population. Ma question, ce serait, comment est-ce que, si vous aviez là, un ou deux conseils ou trucs que soit les professionnels, les futurs professionnels, les kinésiologues ou la population pourraient appliquer aujourd'hui, là, ici et maintenant, pour faire cette révolution active-là, qu'est-ce que ce serait? Et je pose la question à tout le monde ici. Si vous me permettez, je vais commencer. Si vous interpellez la production de ne pas donner de conseils, justement. De ne pas donner de conseils. Je vais vous raconter vite une aventure, comme disait mon grand-père. Ce livre-là, j'ai publié ça en 2023 pour raconter l'histoire des 35 ans des travaux de recherche qui sont pertinents à votre mode de vie puis à votre santé. Je l'ai envoyé à tous les ministres, au premier ministre. Personne n'a accusé réception de ce livre-là. Personne. Ça, quand je raconte ça dans mes conférence grand public. Personne, Dr Després? Non, personne. Je dois dire que le premier ministre, François Legault, le plus occupé de la gang, son cabinet m'a envoyé une lettre, puis il a écrit un petit mot dans la marge pour dire, regarde, je ne l'ai pas lu, là, mais merci de blablabla. Vous comprenez le principe, parce qu'il est très occupé. Il y a une personne qui m'a appelé. Dr Després, c'est le maire de Québec, Bruno Marchand. Merci de m'avoir envoyé une copie de votre livre. Je l'ai parcouru rapidement, là. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Qu'est-ce que je peux faire pour aider? J'ai dit, vous savez, Monsieur le maire, premièrement, ce livre-là, je ne fais pas un sou avec. Les redevances vont à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie. Parce que je ne veux pas être accusé que je fais la promotion de ce livre-là pour mettre de l'argent dans mes poches. Mais pensez-vous qu'en dans Basseville, les gens qui n'ont pas les moyens de payer leur loyer vont avoir les moyens de payer 35 $ pour avoir accès au contenu, parce que ça, c'est vulgarisé niveau secondaire 3, que dans ce livre-là, qui peut une boîte à outils pour les accompagner. Bien, il dit d'accord. On va rendre disponible le livre dans les 26 bibliothèques municipales de la Ville de Québec, en plusieurs copies. Puis je suis allé, il a dit après, accepteriez-vous de faire des conférences? Oui, monsieur le maire, puis ça va coûter rien. Là. Ça va... Puis donc, j'ai des salles comme ça, puis on parle du contenu du livre. Comment ça se fait que c'est le maire de Québec qui fait ça? Je vous pose la question. Il n'y a pas de budget de santé publique, lui, là. Comment ça se fait que c'est un maire qui a fait ça? Puis vous savez quoi? Ça s'est su. Là, maintenant, il y a des préfets, il y a des maires, des mairesses à la grandeur du Québec qui m'invitent dans des bibliothèques municipales, dans des centres communautaires, où la première chose, puis je finis là-dessus, je dis aux gens, je ne viens pas vous dire ce qui devrait être fait. On va réfléchir ensemble à le fait que la santé, c'est bien plus que les soins, puis réfléchir ensemble à quel genre de société, quel genre de Québec on pourrait se tricoter ensemble. Puis je vais revenir à Sherbrooke si jamais, mesdames, vous voulez une conférence là-dessus dans une bibliothèque quelconque. C'est intéressant que tu parles de ça, Jean-Pierre, parce que ce livre-là a été aussi remis en main propre à tous les ministres clés et avec plusieurs promesses ensuite. Oh, oui, on va le faire. Et moi, c'est pas moi qui allais faire ça. Pierre Lavoie, il connaît tout le monde, hein, ouais. Et là, Pierre, il me revenait. Ah oui, on m'a dit ça. Rien qui s'est passé, oui. Bon. Je voulais juste aussi revenir à un point quand tu parlais du cerveau. Moi, je pensais que les sudoku, ça suffisait pour garder la capacité cognitive. Mais bon, je suis étonné un peu. Non, bon. Oui, mais non, justement, la capacité cognitive. En fait, juste une petite parenthèse par rapport à ça avant de continuer, mais c'est qu'il y a une dualité aussi corps-esprit. Problème de santé mentale, c'est comme si c'était pas relié au problème de santé physique, mais non totalement. C'est comme si on peut avoir toute notre tête, mais avoir une santé vraiment en déclin. Ben non, il faut arrêter de voir ça. Puis l'activité physique, c'est une des meilleures façons de garder sa santé mentale et aussi de préserver et même d'améliorer ses capacités cognitives. Bon, fin de la parenthèse ici.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Bien, premièrement, Pierre et moi, on milite beaucoup pour qu'il y ait un temps d'arrêt pour vraiment mettre toutes les fédérations sportives ensemble, les scolaires, le gouvernement, tout ça, pour ensuite repartir sur des nouvelles bases puis vraiment changer notre approche. Donc ça, je pense qu'on est vraiment dû pour ça. Un autre point majeur, parce que tu parlais de 2 points, mais il y en a tellement, mais ce serait de redonner l'accès aux gens à la nature, que ce soit vraiment, vraiment plus accessible. Et ça passe par plusieurs mesures. Et quelqu'un qui veut se baigner autour d'un lac, non, il ne se baigne pas autour, là, mais c'est autour du lac le problème qui fait qu'il ne peut pas aller dans le lac. Hein? Donc, on a vraiment un problème d'accès à la nature. Et ça, ce serait un élément majeur parce qu'on sait qu'en plus, quand on bouge dehors, les effets sont en quelque sorte doublés parce que là, on a les effets de l'activité physique et les effets de la nature. Et au lieu de miser sur faire construire un aréna de hockey qui va profiter à une minorité de personnes à 50 millions de dollars, bien, pourquoi pas mettre cet argent-là puis vraiment faire des choses dehors, des classes nature, des lacs à nature pour les aînés, pour les jeunes, pour tout le monde. On a la ressource. On a la nature au Québec, donc il faut en profiter aussi. Mais non, mais tu vas être content parce que si je le lis là, dans la stratégie nationale de prévention, ils viennent de la sortir, là, le plan d'action, puis on dit qu'on va améliorer l'accès aux espaces verts et bleus. Ça va être fait à l'an 2, ça a l'air. Puis à l'an 4, on va valoriser les bienfaits de l'exposition à la nature. Sois patient, ça s'en vient. Non, on verra. Mais moi, dans le fond, c'est un petit peu en lien avec ça. Est-ce que qui à main levée connaît la Charte d'Ottawa? Hop là. OK, yes. OK. Bon, c'est parce que ça fait 40 ans, pas aujourd'hui, mais cette année, là, qu'elle existe, la Charte d'Ottawa. Ben oui, bon, c'est pas parce qu'on la connaît qu'on est vieux, là. Ben un peu. Moi aussi, je la connais, by the way. Mais dans le fond, ça fait 40 ans, cette charte-là, ce qui est venu, c'est une charte sur la promotion de la santé. Ça a donné que c'était à Ottawa, mais c'est une charte internationale. Partout sur la planète, les tripeux de promotion de la santé vont faire écho à ça. Ils ont essayé de la renouveler après, puis on a dit, on l'avait trouvé la bonne recette, fait que je vais vous la dire, parce que c'est 5 ingrédients, là, vite dit, c'est qu'on ne peut pas penser faire de la promotion de la santé et du bien-être, que ce soit au niveau des habitudes de vie ou, ou plus largement, là, du bien-être physique, psychologique, social, sans agir sur les 5 niveaux. Donc, on va toujours parler du niveau des politiques publiques. Donc, notre gouvernement, on en parle sans cesse depuis tantôt. Ce gouvernement-là qui vient poser les conditions de base pour faciliter tout le reste. C'est essentiel, mais on est capable de faire des boosts quand les conditions ne sont pas là quand même. Ensuite, il va y avoir le niveau des environnements, des milieux de vie, comme vous dites, à l'échelle des municipalités. C'est sûr que quand on a les conditions gouvernementales, ça l'aide drôlement, mais un maire marchand qui dit « Garde, moi, ça me parle, puis je vais débloquer des affaires, puis je vais prioriser ce dossier-là », on le voit que ça peut tout changer parce que là, on vient mettre en œuvre. On n'est pas juste les conditions de base, on met en œuvre. Après ça, il y a l'échelle des communautés, super important parce que je parle d'inégalité sociale. À l'échelle des communautés, bien, c'est là qu'on connaît notre monde, c'est là qu'on connaît les poches de pauvreté ou de vulnérabilité, puis qu'on est capable de s'assurer que la mesure mise en œuvre par la Ville, par exemple, bien, elle rejoint aussi les groupes qui en ont le plus besoin, les groupes en situation de vulnérabilité. Donc, cette alliance-là avec le communautaire, elle est fondamentale si on va avoir les effets escomptés au niveau populationnel. Puis après ça, bien sûr, il y a l'approche, le niveau individuel, parce qu'il ne faut quand même pas non plus se déresponsabiliser. T'sais, on a quand même le rôle de l'adopter, le changement, de faire aussi entendre notre voix, de participer comme citoyen. Puis le 5e niveau, c'est celui du système de la santé. Puis moi, je nous écoute aujourd'hui. Je trouve que il est pas un niveau, il est un peu transversal à tous les autres parce que, comme acteur de la santé, si on n'est pas juste dans le système là, CIUS et CIS, comme acteur de la santé, on peut influencer au niveau des politiques publiques, on peut aider les milieux de vie à être plus favorables en termes d'environnement à faire, on peut assurément travailler avec le communautaire et avoir des impacts, des actions au niveau individuel. Donc ça fait 40 ans qu'on le dit. Est-ce qu'on met ça dans une boîte, c'est fini, c'est réglé? J'aurais comme tendance à dire que non. Je pense que plus que jamais, avec tous les défis contemporains auxquels on fait face, il faut la ressortir, cette charte-là. Il faut l'avoir en tête, il faut la promouvoir, il faut vraiment penser à des actions sur les 5 niveaux. Là, ça serait définitivement mon message clé aujourd'hui.
Totalement d'accord, très inspirant. Donc, pour moi, je vois 2 rôles clés de la kinésiologie. D'abord, un rôle de vulgarisateur. Donc, de savoir sur le bout de ses doigts ce que Mélissa vient de nous expliquer. Donc, oui, la Charte d'Ottawa, l'approche, le modèle socio-écologique, donc l'importance de ces différentes strates de la société pour être actif au quotidien. Ça, pour un kin, savoir ça sur le bout de ses doigts. Et passer d'un discours un peu plus moralisateur à une certaine époque, pas employé par le kin, mais de façon générale sur l'activité physique, de prescrire des minutes, mais passer de ce discours-là, qui est plus ancien, à un discours de on intègre le mouvement au quotidien. On le voit, là, les stats sur l'atteinte des 150 minutes continuent de dégringoler. Donc, on le voit sur le message. Oui, il faut atteindre les 150 minutes, on le sait, ça a des bénéfices de santé, mais il faut changer notre discours pour que ce soit plus facilement atteignable, que ça ait l'air plus attrayant pour la population, surtout pour les gens qui cumulent beaucoup de minutes de sédentarité dans une journée et qui n'ont jamais été véritablement actifs ou qui sont en voie de l'être, d'atteindre ces minutes-là. Il faut absolument que le kin soit un bon vulgarisateur de cette intégration du mouvement au quotidien dans une dynamique vraiment de santé globale, bien-être. Fait que ça, c'est essentiel. L'autre rôle, c'est un rôle d'influence, un rôle j'insiste encore là-dessus, de modification des milieux de vie. Donc, les 2 strates dont tu parlais, Mélissa, les milieux de vie, le filet social dans notre société, ce sont les organismes communautaires, dont la strate de la communauté. Je mets mon chapeau M361. On travaille avec le gouvernement du Québec pour mettre en place des stratégies sociales provinciales sur plusieurs des mesures du plan d'action gouvernemental. Il y en a 54. Il y en a plusieurs qui touchent le plein air. Bon, il y a différents leviers dans les municipalités pour ces strates de la société que je viens d'énumérer. Le gouvernement, c'est quand même ambitieux comme proposition. Je dis ça parce que ça demande un courage politique parce que les retombées de ce genre de mesures-là arrivent dans 10, 15 ans et encore faut-il pouvoir les mesurer adéquatement. Donc, pour le gouvernement, ce sont des changements structurels importants, mais ce sont des changements qui sont longs. Et souvent, d'un parti politique à l'autre, on veut gagner des retombées directes pour le service aux citoyens. On veut pouvoir démontrer que la décision politique qu'on a implantée, rapidement, elle génère des retombées. Et la prévention, heureusement ou malheureusement, pour un capital politique, c'est long, mais ça marche, mais c'est long. Donc, l'importance des politiques publiques dans la société, là, la strate du haut dont Mélissa parlait, étant donné que le gouvernement a le cadre législatif, il établit des normes dans la société, des mesures, c'est essentiel qu'il agisse de façon majeure et plus ambitieuse même que ce qu'il fait actuellement. Là, je mets mon chapeau de la Fédération des kinésiologues du Québec. Qu'est-ce qui peut aller plus vite comme changement dans les communautés? Ce sont les gouvernements de proximité. Ce sont les villes, les organismes, les espaces citoyens, les tables de concertation, les milieux de vie dans lesquels vous, comme citoyens, vous pouvez vous impliquer, mais comme professionnels également, d'aller chercher une influence véritablement, un aiguillage pour orienter les décisions des décideurs de ces milieux de vie-là. Je les rappelle, le réseau de la santé a un rôle essentiel pour se promener dans ces différents milieux de vie-là. Les écoles, les milieux de travail, le réseau de la petite enfance, le secteur sportif. Ce sont donc des milieux où il y a vraiment des gains significatifs et rapides à faire pour qu'on modifie nos environnements véritablement. Puis le kin, il doit pouvoir bien comprendre ces environnements-là et proposer des mesures très actionnables. Les décideurs, ils cherchent quoi? Surtout les élus dans les villes, ils cherchent des quick wins, ils cherchent des trucs très actionnables. Et c'est souvent le défi d'ailleurs des décideurs gouvernementaux, oui, sur l'idéologie dont on prône et tout ça, mais ils cherchent des leviers concrets. Ils ne lisent pas les ouvrages qu'on leur envoie et tout ça, fait ils sont à la recherche de mesures concrètes. C'est souvent dans les communautés, c'est souvent dans les gouvernements de proximité que ça se passe plus facilement, de façon plus agile. Donc, le kin a sa place dans ce gouvernement de proximité que sont les milieux de vie et le milieu communautaire pour vraiment proposer des mesures très, très actionnables demain matin qui font une différence sur la santé des gens. On aurait encore quelques minutes pour des questions si
S'il y en a dans la salle, on a encore un peu de temps devant nous. Oui? Ah, oups! OK. Je vous le passe pour après. Premièrement, merci pour la conférence. Je suis un ancien kinésiologue qui travaille avec les kinésiologues. Je suis encore convaincu de notre place. Une chose que je réalise par rapport à tout ce que vous dites, c'est on mise beaucoup. Les défis sont grands, ça on le sait, ça fait des années. On mise beaucoup sur une approche populationnelle. On essaie de changer les comportements. Chaque kin va avoir sa place pour changer une personne à la fois en espérant que ça tienne le coup. Et je me demande si on ne passe pas à côté d'une autre opportunité qui serait la responsabilisation. Chaque individu a sa responsabilité pour maintenir un niveau de santé. Et nous, comme gouvernement, pas dans le gouvernement, là, en passant, mais il me semble qu'au niveau de la société, ça serait important d'appeler les choses telles qu'elles sont. Je veux dire, si on continue à parler du réseau de la santé comme étant la santé, on envoie un message contradictoire. Si tu rentres dans le réseau de la santé, c'est que tu es malade présentement. Donc, pourquoi pas simplement, c'est peut-être assez simpliste comme idée, appelons ça le réseau de la maladie. C'est des seules problématiques. Et le réseau de la santé, pourquoi que nous, comme kinésiologues, on ne pourrait pas l'avoir? Ou une approche populationnelle pour prévenir. Ça serait le réseau de la santé. Mais, dès les jeunes, les petits-enfants, ce qu'ils retiennent, c'est santé. Santé, hôpital, j'ai pas de problème. Là, je pense que... Vous souvenez-vous de l'approche qu'il y a eu avec les paquets de cigarettes? C'est une approche qui, c'était des beaux paquets de cigarettes. Après ça, ils ont commencé à mettre des photos dégueu. Mais là, au moins, il y avait comme quelque chose. Mais est-ce qu'on pourrait faire un changement rien qu'au niveau de la terminologie sans brasser tout le système? Bien, si je peux me permettre, c'est pas mal ce qu'on a dit. C'est pas mal ce qu'on a dit. En fait, la santé, ça s'abrique dans nos communautés. J'ai appelé ça tantôt le ministère de la maladie, puis je le dis avec beaucoup de respect. Parce que quand on est mal... Moi, à un moment donné, j'ai capoté là, en 2000 après une conférence à Rimouski. C'est un médecin d'urgence qui m'a sauvé la vie parce que j'étais en hémorragie. J'avais le crâne ouvert. Je ne serais pas ici là, si je n'avais pas eu les soins appropriés au bon moment. Mais la bébite que je suis à 68 ans, ce qui me garde en santé, c'est de bouger à tous les jours, là, puis de pousser mes watts, puis faire ma musculation. Là. Fait que, en fait, là, ce qu'on a besoin collectivement, c'est de changer le narratif. Parce que dans le discours public, les gens confondent santé et soins. Mais moi, je peux vous dire, j'ai dû faire 70 conférences grand public, là, des auditoires de 200-250 personnes la fois. Puis les gens comprennent. Les gens comprennent parfaitement. Mais après ça, on dit, OK, c'est à nous de se lever dans nos communautés. Puis c'est pour ça, j'espère que vous avez entendu de notre spécialiste de la santé publique qu'effectivement, le ou la kinésiologue doit avoir aussi une perspective communautaire. Au-delà d'interagir un à un, c'est comme ça de réfléchir avec les communautés en disant, bien, vous savez, la santé, c'est plus que les soins. Puis après ça, bien, de dire comment, encore une fois, on se tricote des communautés et on va, en fonction des besoins d'un territoire, poser et dire, ah bien, on a tel enjeu, tel enjeu, tel enjeu. Il faut arrêter qu'un milieu rural se fasse donner des ordres par des gens qui sont dans une tour d'ivoire à Montréal ou à Québec. Alors, le ou la kinésiologue communautaire, là, ça s'en vient, ça va être votre travail. Oui, juste ajouter, dans le fond, le ministère de la Santé, c'est le ministère activité physique, plein air, loisirs, environnement, même économie. Tout ça fait partie de la santé. Système alimentaire. C'est alimentaire, tout ça. Hein, oui, mais effectivement, il faut changer le narratif. Mais les gens aussi prennent pour acquis la santé. C'est considéré comme c'est gratuit, il n'y a pas de coût associé à ça. Si à chaque année, on envoyait un résumé, regardez, vous avez payé tant d'impôts et vous avez ce montant-là qui est alloué à votre système de traitement des maladies, bien, et si on fait des changements, bien, on pourrait arriver à descendre ce montant-là, puis à mettre de l'argent dans d'autres programmes sociaux et tout ça. Là, ça serait plus concret, mais on n'est pas là-dedans.
On prend carrément ça pour acquis. Puis on prend ça comme, il faut investir dans nos REER, il faut investir dans tout ça pour avoir une belle retraite. Les gens arrivent à la retraite, ils ont de l'arthrose sévère des genoux, ils ont tout prévu faire des voyages, ils ne les font pas, ou c'est leur conjointe qui ne suit pas, ils ne les font pas. Donc, non, c'est pour ça qu'il faut arrêter d'investir dans les REER. Il faut tout investir dans les équipements de sport. Moi, c'est ce que je fais depuis toujours. Okay? Et ça, c'est... Voilà. Non, faut tout faire ça en même temps. Oui, bien, c'est un commentaire que je veux faire parce que vous avez parlé de tous les acteurs de la communauté, puis il y en a un qui n'a pas été nommé beaucoup, c'est les centres de services scolaires. Puis quand même, tu sais, je pense que c'est un acteur qu'il faut impliquer. Là, vous avez dit à quel point c'était une tragédie quand un jeune veut s'inscrire dans une équipe sportive puis qu'il réussit pas, qu'il se fait recaler parce que, bon, il en prennent juste un certain nombre. Puis moi aussi, je trouve que c'est une tragédie. Puis c'est vrai que ça arrive. C'est ça qui arrive dans certaines écoles en ce moment. Pas toutes, ils n'ont pas toutes la même philosophie, mais moi, je me souviens de l'avoir entendu à la rentrée administrative au mois d'août dernier d'un responsable des sports de l'école de mes enfants qu'à cause des coupures, ça se peut qu'ils étaient pour être obligés de faire ça cette année. Je ne sais pas s'ils ont eu à le faire finalement, mais ça lui fendait le cœur de savoir ça. Puis la place du sport dans une école secondaire est vraiment ridicule là, en ce moment. Là. C'est 2 séances pour un cycle de 9 jours. Puis ça, c'est quand ils sont chanceux, là, parce que moi, j'en ai un en musique, là, il y en a 0. Ça rentre pas dans son programme. Fait qu'ils leur ont fait faire un long week-end des campings sauvages. Là, ils ont eu du fun, là, mais je veux dire, à part de ça, il n'y en a aucune activité physique à l'école de toute l'année. Là. Fait que, il me semble que dans une ville comme Sherbrooke, où il y a une faculté des sciences d'activité physique avec autant d'expertise, autant de partenariats de recherche qui se font avec la communauté, je veux dire, les sentiers sont bien tapés là, pour partager ce qui se passe à l'université ici avec d'autres acteurs. Il me semble que je verrais bien qu'il y ait un partenariat avec le centre de services scolaires pour tester des affaires, pour rajouter plus de place à l'activité physique dans nos écoles, que ce soit pour s'y rendre, que ce soit sur les heures de classe. Je pense qu'il faut les impliquer, ces acteurs-là, parce que eux autres aussi, là, ils la voient, la détresse des jeunes, puis ils voient leur santé se dégrader. Puis c'est pas normal que ces acteurs-là soient pas plus impliqués que ça en ce moment, alors que c'est là que les jeunes passent quand même la majorité de leurs heures d'éveil. Là. Bien, définitivement. Là, j'avoue qu'on a parlé ici et là un peu du milieu scolaire. Moi, je pense qu'il faut traduire que quand on parle des milieux de vie, là, ça a donné qu'on a donné un peu plus d'exemples du milieu municipal. On a parlé des milieux de travail, mais c'est sûr que le milieu scolaire, moi, dans mon esprit, bien, puis il y a le milieu de la petite enfance, les CPE aussi, mais le milieu scolaire a quand même la particularité que tous les jeunes y vont, sont obligés d'y aller à partir de l'âge de 5 ans jusqu'à minimum 16 ans. Donc, tu sais, quand on parle de briser un peu les inégalités sociales ou de viser un peu plus une certaine égalité des chances, c'est le milieu par excellence pour créer des bonnes habitudes. Parce que je comprends la responsabilisation, je comprends que les gens doivent prendre leurs responsabilités, mais la vraie vie, quand on travaille avec des groupes qui sont plus en situation de vulnérabilité, c'est les gens qui ont de la misère à payer leur fin de mois, qui cumulent 2-3 travails, c'est très difficile. On a beau leur dire, voici comment vous devriez gérer les écrans de vos enfants, voici comment vous devriez leur permettre de bouger, puis même d'aller jouer avec eux pour les encourager. Il y a des contraintes, tu sais. Donc, on doit s'assurer qu'au moins au milieu scolaire, on offre toutes les opportunités, puis à tous les enfants. Puis comme je disais tantôt, au primaire, il y a un peu moins d'inégalité quand même qu'au secondaire, mais il y a clairement un système qui se veut inégalitaire, qui est construit et presque fier de cette construction-là sur les fameuses 3 vitesses, là, où on est fiers là, d'avoir un système de sport-études. Puis ce qui est dommage, c'est que moi-même, mon fils va en sport-études. C'est comme si tu dis, dans la structure actuelle, si j'ai un enfant qui veut faire du sport, ça devient difficile à travers le milieu scolaire d'espérer qu'il puisse s'épanouir du sport, bouger, là, je veux dire, de juste se défouler, d'aller dépenser son énergie pour ensuite être plus concentré, c'est très problématique. Donc, moi, je pense qu'un des défis, il y a aussi les écrans. Je reviens, je le martèle. C'est pas juste d'interdire les cellulaires, là, mais l'interdiction des cellulaires, le premier commentaire que mon fils me dit, puis que plein d'autres enfants nous ont dit, c'est « Bien là, la table de ping-pong est toujours occupée maintenant, puis il n'y a plus de place sur les terrains de basket parce que là, tout le monde, tout d'un coup, ont du temps à tuer. » Puis je dis « Bien, c'est un excellent problème. » Bien, je veux dire, c'est un bon début, mais encore faut-il s'assurer qu'on a assez d'infrastructures pour il y a du temps, là, du nouveau temps qui est créé, qui est généré chez les jeunes, mais il faut qu'il ait l'opportunité puis la chance de pouvoir aller découvrir. Tu sais. Puis moi, comme je dis souvent à mon garçon, tu as un sport, mais
fais d'autres choses. Je joue avec des ballons, d'autres types, diversifie-toi, déco, Vinici, fais plein d'autres choses. C'est comme ça que tu vas le plus t'épanouir. Donc, il faut, comme parent, mais oui, le milieu scolaire, assurément, en rebalançant le temps d'écran, les cellulaires sont plus là, mais combien de fois que j'entends « Ah, mon enfant a hâte d'arriver à l'école », puis je me demandais pourquoi il y avait si hâte. Ah, c'est parce qu'au service de garde, tôt le matin, la télévision est ouverte, puis ils ont le droit à du temps d'écran. Ah, quelle opportunité manquée! Ça devrait vraiment être du temps. Aller bouger, Boswell, aller dehors, jouer, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Il y a toujours une possibilité de faire bouger les jeunes. Donc, vous voyez, c'est pas parce que le cellulaire n'est plus là que l'écran n'est pas en train de prendre quand même considérablement beaucoup de place. Puis à chaque fois, c'est des occasions, à mon avis, manquées de faire bouger les jeunes. Donc, ça ne doit pas être juste pendant le cours d'éducation physique qu'on fait bouger les jeunes à l'école, mais vraiment pas. Alors, ce serait simplement la dernière intervention, avant quoi il y aura un tirage sur place. Donc, mais si je peux me permettre rapidement, oui. Tout le monde tente d'entrer dans le milieu scolaire. Hein? Les jeunes, on veut agir tôt. Tout le monde se rue à la porte des écoles au Québec. Et nous, c'est ce qu'on observe. C'est comment je dirais, un dossier qui s'ajoute parmi tant d'autres. Hein? Les intervenants du milieu scolaire sont, ma foi, vraiment surchargés d'un paquet de préoccupations. Là. Tout le monde essaie de, justement, agir sur les jeunes. Nous, on observe puis on est en train de le mettre en place dans certaines initiatives en mode pilote, mais quand même, sur le plan de l'alimentation, on observe un rôle vraiment intéressant du côté des centres de services scolaires pour faciliter, finalement, le travail des écoles, plutôt que de le prendre à la pièce puis de dire, bien, on va essayer d'amener plus d'aliments locaux au menu des jeunes pour qu'ils se nourrissent suffisamment et se nourrissent sainement. Bien, plutôt que de le prendre école par école, selon le bon vouloir et la capacité des ressources des intervenants qui sont déjà débordés et qui prennent ces dossiers-là à bout de bras, bien, allons structurer les choses au niveau du centre de services scolaires qui, lui, peut mieux orchestrer des ressources par la suite auprès des écoles qui le desservent. Encore faut-il que la collaboration soit installée, ça c'est un autre défi, mais on remarque que c'est facilitant pour les écoles lorsqu'il y a quelque chose qui est un petit peu plus centralisé puis qui permet d'avoir un soutien très personnalisé selon les besoins de l'école en question. On le remarque aussi pour l'activité physique. Tout ce qui est santé mentale des jeunes, bien, ce qu'on est en train de tester, c'est de mettre encore plus, remettre les clés aux écoles, mais par les centres de services scolaires, faire en sorte qu'il y ait encore plus d'activités agroalimentaires, des activités de plein air, des activités physiques, éviter que ce soit des compétitions de créneaux entre les organismes qui veulent offrir ces activités-là, mais que l'école ait la possibilité de tous les offrir à différents créneaux et ait les clés financièrement parlant pour amener davantage de services aux jeunes plutôt que, on en a juste une dans la semaine puis c'est terminé. Donc, bonifier les programmes parascolaires, on est en train de le structurer au niveau des centres de services scolaires. Donc, oui, un acteur majeur dans les communautés pour structurer une action pérenne auprès de nos jeunes. Le tirage s'en vient, mais on aurait juste 2 mini-interventions juste avant. Oui, mini, juste... Ah, OK, excusez-moi. Je voulais juste un petit truc là-dessus. Le rapport sur l'encadrement des écrans qui a été commandé par une commission transpartisane déposée l'an passé. Super. 55 recommandations. Je vous invite à aller lire ça. C'est génial, c'est très bien fait. Une recommandation qui a été appliquée, enlever les cellulaires à l'école. Très bien. La première recommandation de ce rapport-là, rendre les installations des écoles sportives et tout ça disponibles à la population. Donc, juste un point. Et je termine juste rapidement en disant que j'ai des très bons souvenirs de l'époque où j'étais au secondaire, où quand la cloche sonnait, on partait à la course pour aller se réserver une table de ping-pong pour jouer. Rapidement, juste pour laisser le tout sur une note positive, on a un super beau projet pilote qui dure depuis 30 ans, qui s'appelle l'École Pierre de Coubertin à Montréal, où on a un tiers-temps d'activité physique. Donc, les jeunes passent 1 heure sur 3 en mouvement à l'école et, sur une note un petit peu moins positive, on n'a aucune donnée, aucune recherche sur les acquis de ces jeunes-là au fil du temps. On en a avec l'étude de Trois-Rivières, avec François Trudeau un peu plus, qu'on a démontré qu'il y a plus d'activités à l'école, activité physique, amenait des gens plus actifs sur le plus long terme, mais quand même, il y a des opportunités pour rendre les milieux scolaires plus actifs quand les décideurs se prennent en main et font des choix. Merci. Merci infiniment à nos panélistes.